آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission Le Politiste. En effet, aujourd'hui, nous allons aborder une question qui est très fondamentale. La question fondamentale qui occupe la réflexion humaine contemporaine tourne autour de la définition de la politique. Celle-ci qui semble ne pas uniformiser des points de vue. Déjà, en remontant l'histoire jusqu'à l'Antiquité grecque, la politique tire son importance de la lecture qu'elle nécessite, qu'elle suscite en effet. Mais nous n'allons pas aborder la politique dans son sens étymologique, nous allons par contre voir ce qui anime la politique, en un mot, les partis politiques, leur rôle. Est-ce que les partis politiques remplissent fondamentalement leur mission? C'est ainsi, comme vous le savez, je ne suis pas toujours seul sur le plateau, accompagné de mes invités que je vais me faire le plaisir de vous les présenter. Abdallah Kono, salam alaikum. Wa alaikum salam. En face de vous, vous avez l'incontournable, l'inamovible, le consultant permanent, M. Ibrahim Mbourou, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Avant de revenir vers vous, je vais vous convier ainsi que nos téléspectateurs à regarder cet élément et on se retrouve juste après. Au sens juridique, un parti politique, c'est une association, c'est-à-dire une organisation de personnes au service d'une idée commune et dont le but n'est pas de partager des bénéfices. Le parti politique recherche la réalisation de ses idées via la conquête et l'exercice du pouvoir. Il permet l'expression des suffrages, c'est-à-dire des voix des citoyens, et peut se former librement. Donc, on n'a pas besoin d'autorisation préalable pour le créer, du moment qu'il respecte les principes de la République. Un parti politique doit être déclaré en préfecture et la déclaration publiée au journal officiel des associations pour avoir une capacité juridique, c'est-à-dire pour acquérir des droits et les devoirs qui vont avec au sens de la loi. On dit qu'un parti politique est une personne morale de droit privé, c'est-à-dire un groupement de personnes réunies pour accomplir quelque chose en commun et qui se soumet à l'ensemble des règles de droit applicables aux personnes et aux entités, comme les associations ou les entreprises. Pour être vu comme un parti politique en tant que tel, l'association dont le but est politique doit respecter les textes relatifs au financement des partis politiques, ainsi que ceux relatifs à la transparence financière de la vie politique. D'accord, alors voyons un peu ce que disent ces textes et commençons par parler des lois régissant le financement des partis politiques. Ceux-ci peuvent être de deux types, publics et privés. D'abord, parlons des financements publics. Aujourd'hui, il y a deux critères qui permettent à un parti d'obtenir une aide publique, sachant que les deux peuvent s'ajouter. Le premier, c'est le résultat aux élections législatives. Les partis qui ont présenté des candidats qui ont obtenu au moins 1% des voix dans 50 circonscriptions reçoivent une aide publique, proportionnellement au nombre de suffrages, c'est-à-dire au nombre de voix qu'a obtenu chaque candidat. Une autre partie de l'aide publique est attribuée aux partis proportionnellement au nombre de députés et sénateurs qui y sont inscrits en rattaché. Pour donner un exemple, entre 2007 et 2012, chaque voix rapportait aux partis politiques environ 1,70 € par an et chaque parlementaire environ 44 000 € par an. Il faut savoir que si la parité homme-femme n'est pas respectée lors de la présentation des candidats aux élections, les partis politiques sont pénalisés financièrement. Voyons maintenant les possibilités de financement privé. Le premier type vient des cotisations des adhérents et des élus. Celles-ci sont généralement d'un montant peu élevé et ne suffisent pas à faire face aux dépenses des partis politiques. Le deuxième type de financement privé autorisé, ce sont les dons des personnes privées, limités à 7 500 € par personne et par an. Ils sont souvent obtenus au moment des élections et rarement dans le cadre normal du fonctionnement des partis. Tout don de personnes morales, c'est-à-dire des entreprises ou des associations ou encore des fondations, syndicats ou collectivités locales, sont interdits pour éviter les financements occultes ou les pressions provenant de grandes puissances financières. Également, le financement complémentaire par des micro-partis est interdit. Effectivement, il existe en France une multitude de micro-partis qui peuvent être des partis locaux ou associés à une personnalité politique. Ceux-ci n'ont pas forcément pour objectif d'obtenir des élus et donc du financement public. Avant 2013, ils pouvaient servir à recueillir des financements privés via des dons de sympathisants pour apporter un financement complémentaire aux grands partis.
Jusqu'à 2013, une personne pouvait donner plusieurs fois le montant autorisé à plusieurs partis différents appartenant à la même sphère politique. Depuis, c'est interdit. On ne peut pas donner plus de 7 500 € par an en tout, que ce soit à un parti politique ou à plusieurs. Maintenant qu'on a vu les règles concernant le financement des partis politiques, on peut voir celles qui concernent la transparence de la vie politique française. Pour recevoir l'ensemble de ces fonds, le parti politique doit soit créer une association de financement qui servira uniquement à recueillir ces financements, soit désigner un mandataire financier, c'est-à-dire une personne physique qui a une procuration pour agir au nom du parti politique et qui sera déclarée en préfecture. Les dépenses de campagne doivent être récapitulées dans un compte de campagne et certifiées par un expert comptable, puis transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et de financement politique pour vérification. Oui, à chaud comme ça, vous venez de regarder cet élément, M. Akono? Oui, c'est un élément qui nous plonge dans le vif du sujet parce qu'il nous permet ici de comprendre, d'appréhender réellement l'idée même d'un parti politique. Ici, dans cet élément, nous avons la définition, c'est un ensemble de personnes réunies pour des intérêts communs. Donc, c'est une personne également de droit, c'est une personne morale de droit privé, c'est-à-dire ici qui va agir au nom d'une collectivité qui n'est pas réellement l'État en premier chef. Okay? Et le but ici du parti politique, c'est d'aller à la conquête même du pouvoir. Donc il faut aussi comprendre que ce sont des vieilles démocraties et là-bas, la vie politique a toute une histoire qui remonte au temps contemporain. Écoutez, c'est toujours un réel plaisir de nous retrouver ici sur ce plateau dans le cadre de cette émission. Effectivement, l'élément que nous venons de suivre nous plonge effectivement dans le thème même de notre émission de ce jour. Effectivement, on nous a donné quelques explications. Je ne reviendrai plus dans ce qu'il a dit, mais au-delà de ce qui a été des explications qu'il a données, il y a aussi le financement des partis politiques, donc le financement public et privé. Et il y a aussi, dans le cadre donc, du suffrage, celui qui obtient 1% pendant cette élection peut avoir une subvention de l'État. Et donc, c'est ce que je voulais ajouter au-delà de ce que Abdallah vient de donner comme explication pour ne pas revenir là-dessus. Monsieur Akono, est-ce que vous pouvez nous faire un peu l'histoire des partis politiques? Déjà ici, les premiers partis politiques en Europe apparaissent vers 1680 en Angleterre. Donc ici, on ne parle pas de partis politiques, mais on parle de factions. Donc ce sont des groupes de personnes unies pour des intérêts communs. Et qu'est-ce qui va motiver les Britanniques à créer ces différentes factions? C'est lorsqu'il y a une loi qui va vouloir interdire à Jacques de succéder à son frère au trône d'Angleterre. Donc il y aura cette querelle-là entre les partisans de ce texte-là et les opposants. Donc à partir, on va parler des Whigs et des Tories. Donc les Tories sont ceux-là qui ont approuvé le texte et les Whigs ont rejeté concrètement le texte. Donc ici, ce sont les premières factions. Et après, le concept a évolué dans le temps, après cette querelle opposant catholiques et protestants au trône d'Angleterre, et le concept a évolué un peu plus long avec ici la création maintenant des premiers concepts politiques. Des premières institutions telles que l'a défini Hume dans ces travaux de sciences politiques. Ici, il y a maintenant des groupes de personnes qui vont s'unir non plus pour contester l'accès au pouvoir de X ou Y, mais pour des intérêts. Donc on va avoir des groupes qui vont se fonder sur la notabilité, sur les liens de sang. On va également avoir des groupes qui vont baser leur affiliation politique sur les intérêts économiques, etc. Et maintenant, dans le cadre des partis, des premiers partis ici vont apparaître réellement avec l'action syndicale inhérente à la révolution industrielle. Donc il y aura des groupes qui vont se mettre en place pour contester les inégalités nées de la révolution industrielle. Donc ce sont ces premiers partis dits de gauche qui vont apparaître. Maintenant, les partis de droite conservateurs vont réellement apparaître après la Deuxième Guerre mondiale et dans les colonies françaises à partir de 1958. Monsieur Mbou, vous venez un peu d'écouter l'historique de la création ou la naissance des partis politiques. Une fois sur le terrain, quel est leur rôle? Alors, il y a
plusieurs rôles, on va dire principalement deux rôles importants. Oui. Le rôle d'un parti politique, c'est d'abord, comme il l'a si bien dit, il a pratiquement abordé cette question, c'est la défense d'un certain nombre d'intérêts. Vous voyez, donc c'est des groupes de personnes ou des groupes de partis politiques, dites de gauche, de droite ou du centre, qui vont se mettre, des groupes de personnes qui vont se mettre ensemble pour revendiquer un certain nombre de choses. Lorsqu'ils regardent par exemple qu'il y a des inégalités, comme il l'a si bien dit, il y a des partis qui sont fondés sur les liens de sang, sur la famille, sur un certain nombre de choses, et il y a d'autres partis qui sont fondés sur la base des intérêts économiques, voilà, ainsi de suite. Et donc par rapport à cela, il y a des groupes qui ne souhaitent pas ou alors qui n'adhèrent pas à la vision d'autres groupes. À partir de là, il y a un rôle important qu'ils vont jouer, qui est celui donc maintenant d'aller à la conquête du pouvoir. Ils vont à la conquête du pouvoir en faisant quoi? En faisant des promesses aux populations pour attirer le maximum d'électeurs de leur côté pour pouvoir accéder un jour au pouvoir. C'est ce rôle-là que les partis politiques doivent jouer sur le terrain. Mais, monsieur Akono, est-ce que faut-il avoir un parti politique pour revendiquer, ou bien on peut aussi revendiquer sans être adhérent d'un parti politique? Autrement dit, bon, à quoi sert alors la création d'un parti politique? Non, ici, le concept de revendication peut être vu sur plusieurs formes. Oui. On peut revendiquer à l'intérieur d'un syndicat, à l'intérieur d'une ONG, tout dépend des intérêts. Ici, lorsqu'on va déjà dans un parti politique, ici la cause n'est plus sociale, maintenant la cause réside dans la quête du pouvoir politique, dans le but de vouloir imposer sa vision sur la manière de gouverner un peuple ou un territoire bien déterminé. À partir de là, on intègre un parti politique pour concourir aux élections. Et à partir de ces élections-là, on a la légalité et la légitimité qui nous permettent maintenant de parler au nom de la communauté qu'on représente. Donc ici, à l'intérieur d'un parti politique, pour mieux agir sur les mécanismes de développement, sur les mécanismes de hard ou de soft power dans un territoire, on est amené à participer activement à la vie politique pour avoir le pouvoir de décision. Monsieur Membourou, mais nous constatons que ici en Afrique, certains partis politiques, ce sont des partis ethniques, des partis familiaux. À quoi? Non. Est-ce qu'ils ont toujours le même objectif? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous parlons ici des intérêts. Des intérêts qui intéressent un groupe ou un autre groupe. Il s'agit ici, vous savez que même en Europe, il y a des partis dits nationalistes qui défendent une idéologie selon laquelle, l'idéologie de la race, en disant que la race blanche est supérieure aux autres races. Donc ils défendent donc une idéologie et ça fait d'eux donc des partis fascistes, des partis donc rejetés par l'ensemble des populations. Mais dans tous les cas, les hommes politiques ont un rôle important à jouer sur le terrain. Ils doivent normalement transmettre leurs idées aux populations lorsqu'ils vont solliciter leur suffrage pour qu'une fois accédés au pouvoir, ces derniers, comme il l'a dit si bien dit, obtiennent la légitimité et peuvent développer dans un cadre légal organisé leurs idées. Mais il n'y a pas qu'en Afrique où nous voyons ces partis ethniques, ces partis, voilà, comme vous l'avez dit, entre griffes. Il y en a partout, même en Europe, il y a des partis comme ça qui existent. En Afrique encore, non, le rôle des responsables politiques aussi doit être celui-là qui consiste donc à sensibiliser les fidèles, les adhérents de ces partis politiques pour dire que dans les partis politiques, il ne faut pas qu'il y ait des partis xénophobes qui n'entretiennent que leur famille, ce qui est une très mauvaise chose. Monsieur Akono, pourquoi est-ce que certains partis politiques se fâchent par l'entremise de leur président et quelquefois ils appellent leurs adhérents à descendre dans la rue? Bon, il faudrait déjà comprendre ici que
nous sommes dans un concept ici démocratique lorsque nous parlons de parti politique. Okay? Donc le pluralisme politique ou le multipartisme. Et là, chaque parti défend certaines idées. Okay? Et lorsqu'on se rend compte que ces idées ne sont pas suffisamment prises en compte, okay, dans un mécanisme plus ou moins flouté ou bien contesté, donc on a souvent tendance à appeler les militants, les adhérents ou les sympathisants à se faire entendre par tous les moyens. Bon, aujourd'hui, j'aimerais quand même revenir sur le concept des partis familiaux. En principe, la démocratie ne va pas s'exercer partout de la même manière. Okay? On a également des critères de sociologie. En Afrique, nous avions une société qui a son appréhension de la gestion. Okay? Vous allez en Chine, vous avez un parti unique. Il n'y a pas de multipartisme. C'est à l'intérieur du Parti communiste chinois qu'on choisit les élus. Vous allez en Russie, c'est un jeu entre certaines personnalités où les autres n'existent pas. Or, vous allez aux États-Unis, on a une bipolarisation de la vie politique. C'est deux partis qui s'affrontent. Et vous arrivez dans le cas français qui ressemble plus ou moins au cas gabonais où vous avez plusieurs partis qui peuvent avoir la chance de s'affronter. D'accord? Et maintenant, lorsqu'on parle de parti, c'est lorsque la famille va s'accaparer, lorsqu'on ne voit plus que les membres d'une même famille. On a le cas de la France avec la famille Le Pen qui s'est accaparée des mécanismes de pouvoir d'un parti politique. Bon, en Afrique, c'est légion, c'est monnaie courante. On peut citer plusieurs exemples. Donc ici, lorsqu'on appelle au boycott, c'est parce qu'on estime que le cadre légal a été bafoué. Et maintenant, si le cadre légal est bafoué, on va appeler les militants à descendre dans la rue à manifester. Et adviendra que pour... Je voudrais aussi ajouter quelque chose. Allez-y, en ce qui concerne, par exemple, le fait d'appeler les militants à descendre dans la rue, oui, c'est une mauvaise chose. Parce que chez les autres, il y a aussi la société civile qui est de l'autre côté. Parce qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas que les partis politiques. Les partis politiques ont une ambition. C'est-à-dire les leaders des partis politiques sont ambitieux. Leur ambition, c'est accéder au pouvoir. Ouais. Mais pas forcément l'amélioration des conditions de vie des populations qui élisent ces leaders politiques. Vous voyez? Donc, après la politique, il y a que la société civile doit s'exprimer à son tour. Parce que la société civile, généralement, elle s'exprime au nom des populations, au nom de tout le monde, et de ceux qui font la politique et de ceux qui ne font pas la politique, dans le cadre même de la recherche constante de l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Or, il y a de l'amalgame chez nous, en Afrique. Cet amalgame, c'est quoi? C'est que les partis politiques font tout. Et nous ne maîtrisons plus rien. Les partis politiques sont avec les travailleurs, les partis politiques sont... C'est-à-dire, en un mot, les partis politiques sont quelque part entre griffes. Ils deviennent comme ceux-là qui veulent parler au nom des mécontents, au nom de toute une société qui, parfois, ne se retrouve plus dans... et même au nom des contents. Voilà, au nom des contents, au nom de tout le monde. Bon, pourquoi? Alors qu'il y a la société civile, il y a ces syndicats, il y a toutes ces personnes qui peuvent librement parler, s'exprimer au nom de leur corporation. Mais M. Membourou, la nature horreur du vide, si les membres de la société civile ne sont pas aptes, les politiciens sont obligés de... Non, les politiciens s'accaparent de tout. C'est-à-dire les politiciens vont même chez les responsables syndicaux. Ils vont les influencer. Au Gabon, nous avons vu, tous nos responsables syndicaux ont participé aux élections qui viennent de s'achever. Et ils étaient proches d'une mouvance politique. C'est-à-dire, ils n'étaient pas indépendants? Ils étaient des indépendants, mais certains s'exprimaient en les entendre parler, leur expression se rapprochait beaucoup plus à l'idéologie d'un parti, soit de la majorité, soit de l'opposition. Voilà. Et puis disons aujourd'hui que beaucoup sont des politiciens, mais qui ne veulent pas clairement afficher leur rôle de politicien, leur statut de politicien, et préfèrent aller se cacher derrière la société civile. Oui. Et utilisent aujourd'hui la situation sociale pour se faire entendre. Donc finalement, on peut même se poser la question, existe-t-il réellement une société civile au Gabon? Ouais, ça c'est le cas du Gabon. On essaie de voir aussi un peu... Non, même en Europe, aujourd'hui, on a vu le mouvement des Gilets jaunes en France. Oui. Ok, mais on a vu finalement comment l'homme politique est venu s'accaparer du mouvement, profiter du mouvement pour se faire entendre. Mais moi, j'ai vu à l'Assemblée nationale française un député
brandir son gilet jaune et que le président de l'Assemblée avait suspendu la séance parce qu'il avait refusé de l'enlever. Mais justement, les députés ont un rôle important. Tenez-vous bien, j'ai été très surpris de voir, après la proclamation des élections, de l'élection législative, j'ai été très surpris de voir dans les réseaux sociaux plusieurs nouveaux députés jugulés, c'est-à-dire être contents, sauter de joie. Et ils sautent de joie parce que... Ils sautent de joie pourquoi? Ils sautent de joie parce qu'ils sont contents personnellement d'aller au Parlement, mais ne pas défendre les intérêts de ceux qui les ont élus. Si le monsieur a porté le gilet jaune, ça veut dire qu'il est élu certainement d'une commune ou bien, je ne sais pas moi, d'un arrondissement, mais... C'était son adhésion totale certainement, effectivement, certainement... Au gilet jaune. Certainement, son arrondissement ou son quartier subit les mêmes difficultés et donc il a voulu l'exprimer au Parlement parce que le Parlement, c'est le lieu par excellence où on défend les intérêts des populations qui vous ont envoyé au Parlement. Donc, je pense qu'il était dans son élément au niveau du Parlement. Il s'est exprimé au nom de ces populations et je crois que ça se comprend. Monsieur Akono, Monsieur Membourou vient de dire qu'il a vu qu'il y a des jeunes, de nouveaux députés qui tentent de juguler leur victoire. Est-ce qu'ils voient déjà, ils voient leur manne financière, le portefeuille augmenter, ne plus s'occuper de la population qui a donné son adhésion totale au projet? Est-ce que vraiment le projet du député tiendra compte? Bon, c'est difficile, hein? Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons Peut-être compte... aussi vous étiez candidat, il y a eu beaucoup de jeunes candidats. Non, pas pour l'instant. Bon, et puis ça passe pas... Bon, c'est pas mes priorités. Et puis, bon, c'est compliqué aujourd'hui. Donc, lorsqu'on parle de la conférence nationale aujourd'hui, quel est réellement l'impact du projet politique sur la société gabonaise? On ne sait pas. Mais on se rend finalement compte que celui qui n'avait rien, une fois élu un mandat, tourne le dos aux populations et il roule dans l'opulence absolue. Donc beaucoup aujourd'hui ont fondé un modèle qui veut que l'on devienne homme politique et pas pour se mettre au service de la population, mais pour se servir du mandat que la population vous a accordé pour vous enrichir. On peut, beaucoup d'exemples ici peuvent être cités et qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la majorité, et c'est toujours la même chose. Et c'est pourquoi aujourd'hui le peuple a du mal à accorder son crédit à tous ces, comme on les appelle le plus souvent, des vendeurs d'illusions, parce qu'on ne croit plus réellement au discours du parti politique. La question s'adresse à vous deux. Nous constatons ici et là que certains leaders politiques appellent souvent les membres de leur parti ou leurs partisans à boycotter quelquefois les élections, à descendre dans la rue pour mettre en place une violence quelquefois physique ou détruire des édifices publics. Nous l'avons vu tout récemment avec l'ancien président malgache qui d'ailleurs disait déjà qu'il ne devrait pas reconnaître les élections, les résultats que devait donner la CENI, et il a demandé à ce que ses partisans puissent descendre dans la rue. Nous l'avons vu aussi en 90, si je ne me trompe pas, nous l'avons vu en Côte d'Ivoire. Ici aussi, certains leaders politiques exploitent aussi un peu cette voie. D'après vous, comment est-ce que vous... La première chose qui nous intrigue souvent, c'est qu'une fois ces élections terminées, les partis politiques rangent leurs valises, les mettent sous le lit et n'attendent que la prochaine élection après 5 ans ou 7 années. C'est le premier constat que nous faisons. Tout au long de ces mandats, les partis politiques, vous ne les verrez jamais se lever, parler, c'est-à-dire les leaders politiques, soit de l'opposition, qui constatent que la majorité parfois prend des mauvaises décisions. Donc les leaders politiques de leur côté, normalement devraient aller à la télévision ou convoquer les journaux, dire que voilà, nous avons une conférence de presse à donner pour nous exprimer par rapport à telle ou telle loi que les tenants du pouvoir en ce moment ont décidé de mettre sur la place publique. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons avec nos partis politiques. C'est la première chose. Là maintenant, toutes les 2 élections sont terminées.
les responsables des partis politiques vont plier leurs valises, vont les mettre sous le lit et vont attendre la prochaine élection présidentielle ou législative. Où voulez-vous qu'ils puissent s'exprimer lorsque les médias leur sont fermés? Les médias ne sont pas fermés. Les médias sont fermés à ceux qui ne maîtrisent pas ce qu'on appelle la politique. La politique, nous avons donné la définition de la politique tout à l'heure. La politique, ce n'est pas venir injurier, calomnier, humilier, comme nous le voyons aujourd'hui dans les réseaux sociaux et un peu partout. On ne peut pas transmettre ces propos ou ces idées sans pour autant injurier l'autre, soit sur le bas du caleçon, soit sur sa famille, soit sur ses descendants. Ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est aussi concourir au développement de son pays. Malheureusement, ce que nous voyons, ce n'est pas le cas. La politique d'aujourd'hui, c'est s'enrichir pour certains. Pour certains qui gagnent les suffrages, ben, ils sont contents parce qu'ils se disent, bon, tiens, pour une fois, ma situation sociale va s'améliorer. Pour d'autres qui perdent, ils se disent, bah, écoutez, moi je vais faire la traversée du désert pendant 5 ans, ce n'est pas normal, donc je vais boycotter, je vais embrouiller, je vais faire le désordre et tout le reste pour que ceux qui sont au pouvoir ne puissent pas diriger. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Mais c'est ce que nous voyons sur le terrain actuellement. Mais Monsieur Mburu, c'est vrai que vous ne monopolisez pas la parole, mais ce que vous dites est vrai. Et que doivent faire les populations? Mais les populations doivent se mettre elles-mêmes dans les groupes d'associations. Les groupements doivent se mettre, au lieu de créer ad vitam aeternam des partis politiques, et après ces partis politiques vont se greffer soit à l'opposition, soit à la majorité, soit commencer à chanter les louanges de tel ou de tel. Les populations, lorsqu'elles se sentent abusées, trompées, elles doivent normalement adhérer dans des associations de défense de leurs intérêts. Et c'est comme ça que ça fonctionne partout ailleurs. Pourquoi attendre être adhéré uniquement dans un parti politique qui ne te donne pas la satisfaction, qui ne règle pas tes problèmes, qui ne défend pas tes intérêts? Si vous avez un parti politique qui ne défend pas vos intérêts, vous adhérez dans une association et à partir de cette association, vous vous mettez dans le cadre des sociétés civiles et puis vous poussez pour que le gouvernement puisse vous écouter. Mais, Monsieur Akono, nous constatons que, je me rappelle une fois, avant les élections en 2016 au Gabon, la présidente de la Cour constitutionnelle avait réuni les partis politiques, la société civile et les hommes de Dieu, donc les religieux. Et là, elle n'avait cessé de marteler en disant que ce n'est pas moi qui organise les élections, ce sont les politiciens eux-mêmes. Moi, je ne fais que lire ce qu'eux, ils ont fourni, les résultats qu'eux, ils ont fournis sur le terrain. Mais au sortir de là, nous constatons toujours que certains leaders appellent leurs adhérents à boycotter. Non, ici, il faudrait comprendre que beaucoup ont fait leur plan à partir d'élections. Et lorsque le résultat qui arrive n'est pas celui escompté, oui, on est dans la frustration. Oui. Et on pense que le meilleur moyen, il y a des mécanismes légaux qui ont été mis en place, comment contester une élection et autres. Vous épuisez ces mécanismes-là. Si ces mécanismes-là ne marchent pas, maintenant vous voyez ce qui n'a pas marché à l'intérieur même du parti politique. Or, boycotter, bon, moi, la politique de la chaise vide n'a jamais marché. Parce que vous allez vous asseoir et vous allez laisser vos adversaires définir la politique qui va s'appliquer sur vous et vos militants pendant un mandat. Donc, lorsque vous avez un parti politique, vous ne devez pas vous empêcher de participer aux élections. C'est en participant aux élections que vous créez des assises qui vous permettront peut-être un jour d'aller à la conquête du pouvoir suprême ou des mandats locaux, comme les sièges de députés, les conseils d'arrondissement, les conseils de communes. Donc, ici, beaucoup sont en quelque sorte des mauvais perdants également. Une élection, ça se prépare. On ne se lève pas un matin pour dire que je suis candidat à une élection et bâtir son projet politique en calomniant ceux-là qui sont aux affaires. Mais pendant les 5 ans, qu'est-ce que vous avez réellement fait pour le peuple? Okay? Et comment vous avez préparé vos élections? Moi, je suis électeur dans la commune d'Akanda. Bon, j'ai activement battu campagne pour un candidat, donc je ne ferai pas la publicité sur le plateau. Mais l'élection, nous l'avions réellement préparée. Nous avions amené les électeurs vers les points d'enrôlement pour qu'ils puissent enrôler.
nous avions entretenu ces électeurs-là pendant la campagne électorale, il était naturel. Vous avez aussi transporté les non, c'est pourquoi j'ai dit nous avions, vu que la zone elle est difficile d'accès et c'était en saison de pluie, il fallait maintenant également accompagner nos électeurs vers les différents centres de vote. Et le résultat, lorsqu'on gagne l'élection, on dira qu'on a triché. Alors que nous avions préparé notre élection dès la campagne d'enrôlement jusqu'à l'élection pour nous assurer une victoire. Donc une élection, ça se prépare. Ce n'est pas après le résultat qu'on viendra contester, mais comment vous avez préparé votre élection et comment vous avez préparé votre électorat. Voilà. Voici là l'enjeu. Moi, j'ai vu des gens qui ont battu leur campagne avec un seul propos, c'est la mort du PDG. Mais en quoi la mort du PDG va améliorer les conditions de vie d'une population donnée? Bon, quand le PDG tombera, qu'est-ce que vous allez offrir aux populations comme espoir? Voilà. Et c'est ce que les populations aujourd'hui fustigent aux yeux de certaines forces politiques. Le PDG, oui, mais le PDG n'est pas un projet politique. Critiquer le PDG n'est pas un projet politique. Ça, je suis vraiment désolé. Et c'est ce que nous disons à certains partis politiques de l'opposition aujourd'hui, proposer un plan de redressement national, un plan de développement économique et un plan de développement local. Or, vous ne le proposez pas, vous êtes dans la calomnie, dans des propos diffamatoires, pendant que le camp adverse propose un projet, parce que l'espoir fait vivre. Or, nous sommes et nous préparons réellement des élections dans ce cadre-là. Et nous avons, pour ajouter, nous avons en Europe des Africains qui sont élus dans les parlements européens. Nous avons une compatriote qui est franco-gabonaise, Mme Obono, qui aujourd'hui siège au Parlement français. Effectivement. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'elle défend? Elle est dans la France insoumise. Ils ont un programme, leur parti a un programme pour défendre les intérêts des minorités, des personnes marginalisées, des personnes qui ne sont pas prises en compte en France. Et elle est dans son élément, elle défend ces intérêts-là. Or, aujourd'hui, comme Abdallah venait de le dire, au-delà du fait que certains partis ont voulu la mort du Parti démocratique gabonais sans pour autant proposer autre chose à la population, comme il disait, une fois ce parti démocratique enlevé, qu'est-ce que vous nous proposez puisque votre programme de campagne, c'est la mort d'un parti. Leur programme de campagne est basé sur la xénophobie. C'est là où je voulais m'en venir. En Europe, on nous accepte. Ailleurs, on nous accepte. Nous avons des compatriotes qu'on soupçonne, entre griffes, certains soupçonnent que ce sont des personnes venues d'ailleurs. Mais dès lors que ces personnes ont la nationalité gabonaise, elles ont le droit de mener toutes les activités que nous menons. Et c'est ce que la Constitution leur permet aujourd'hui, leur autorise aujourd'hui. Or, nous nous rendons compte que lorsque vous regardez nos partis politiques, dans leur discours, il n'y a rien qui permet à quelqu'un qui réfléchit, je ne veux pas dire ici à un intellectuel, mais à quelqu'un qui réfléchit et qui a vraiment le recul nécessaire d'adhérer dans un parti politique, puisque tous les partis politiques, un jour vous verrez que tous ceux qui ont aujourd'hui été dans l'opposition, demain vous les trouverez dans la majorité. Et c'est ainsi de suite. Ainsi de suite. Et c'est chaque fois on démissionne. Et quand on est mécontent, et le lendemain, on vous voit dans l'opposition. Mais c'est ridicule. C'est ridicule, c'est incroyable. Mais, Monsieur Mumbourou, suite à tout ce que vous venez de dire, la question qui me vient, c'est de savoir, est-ce que notre démocratie passe par le boycott des édifices publics? Mais justement, c'est ce que nous sommes en train de dire. Il n'y a, à l'absence d'un véritable programme, à l'absence de véritables promesses, parce qu'il faut promettre, nous sommes en train de partir de génération en génération. Vous voyez, la génération des années 30, 40, 50 est en train de s'achever. Nous sommes dans la fin de la génération des années 60 et là nous rentrons dans la génération des années 70, 80, 90. Et cette génération des années 80 aujourd'hui ne voit plus la politique comme c'était pour le cas de ceux qui sont passés dans les années 30, 40, 50. Vous voyez, aujourd'hui ils ont d'autres objectifs. Par exemple le chômage, l'emploi. Les jeunes aujourd'hui n'attendent qu'un signal fort au niveau de l'emploi. La création des entreprises. Parce que la richesse se trouve dans les entreprises. La richesse ne se trouve pas dans la fonction publique, dans l'administration.
elle se trouve là-bas dans les entreprises. Donc créer des entreprises et des entreprises qu'on contrôle et des entreprises qui emploient, qui embauchent, c'est ce que les jeunes attendent. Ce sont des promesses. Maintenant, aller boycotter, casser les édifices publics, ce n'est pas un programme de campagne politique. Ce n'est pas possible. Monsieur Mbourou, Monsieur Akonou, est-ce que ce n'est pas les hommes politiques qui disent aux jeunes que nous sommes que non, vous, votre place à la fonction publique? Mais justement, la fonction publique n'embauche plus, n'emploie plus, ne recrute plus. En principe, le modèle politique conçu au sortir des indépendances en fait, doit déjà être réformé. Lorsque le Gabon accède à l'indépendance, c'est une carence 4. Donc, du coup, la fonction publique devient le principal pourvoyeur d'emploi. Mais il s'avère aujourd'hui, nous sommes après 2010, le concept n'est plus le même. Effectivement, mais... En principe, la fonction publique dans des pays, dans des économies normales, la fonction publique doit employer autour de 30 à 40% de la population active. Et le reste de la population active est mise à la disposition du secteur privé. Or, les politiques qu'on veut toujours nous garder dans ce carcan colonial qui veut que celui qui a fait de longues études doit également bénéficier d'une carrière dans la fonction publique ou bien avoir une carrière politique. Ce sont des idées que nous devons déjà dépasser et ramener aujourd'hui le peuple gabonais vers la création d'emplois. Moi, j'aime prendre souvent l'exemple des villages western du Far West. La fonction publique dans un village Far West, c'est combien de personnes? C'est le shérif, c'est le juge, ok? Mais le reste là, c'est le banquier, secteur privé, c'est le menuisier, secteur privé. Donc vous voyez, c'est ça. Ce sont des sociétés dynamiques. Et aujourd'hui, lorsque nous prenons des pays comme l'Afrique du Sud, comme l'Éthiopie, le Kenya, le Cameroun à côté, où la fonction publique n'est plus le principal employeur. Or, lorsque nous allons sortir de cela, moi, je peux devenir aujourd'hui un contribuable parce que j'aurai mon entreprise et je vais contribuer à l'assiette fiscale même de l'État. Or, aujourd'hui, si nous sommes en déficit fiscal, c'est parce que nous ne créons pas suffisamment d'entreprises qui paient l'impôt. Voilà. Au moment où tout le monde ne paie pas l'impôt sur la personne physique, ne paie l'impôt sur la personne physique que le fonctionnaire on déduit automatiquement dans son sort. Or ailleurs, tout individu habitant dans un pays doit normalement contribuer à la caisse de l'État en payant une taxe annuelle. Or, et c'est le rôle que les députés qui vont actuellement au Parlement, c'est leur rôle aujourd'hui de pouvoir nous aider les populations en disant, bon voilà, il va falloir que nous puissions proposer des mécanismes qui vont permettre de créer la richesse au Gabon en créant des entreprises, en créant des banques de financement, des projets, parce que ce sont des banques qui n'existent pas. Nous n'avons que nos banques traditionnelles que nous connaissons. Il faut créer des banques de développement, il faut créer des banques de financement, des structures qui permettent, des mécanismes qui permettent de financer des projets, des mécanismes qui permettent de financer donc l'entrepreneuriat. Sinon, nous allons continuer, le Gabon va continuer avec ses partis politiques et ses militants à contester, à crier, à boycotter, à casser, tant qu'on ne trouvera pas de solutions pour les populations, pour la jeunesse, pour les travailleurs. La question s'adresse à vous deux. Est-ce que réellement les leaders politiques parlent au nom de leur population? Bon, c'est difficile, d'accord. C'est pourquoi je disais, qu'est-ce que certains partis politiques nous ont réellement apporté? Certains ont réellement parlé pour leur population. J'aime citer dans le cas du Gabon d'un député que nous avions eu dans le Wellington, M. Ndomba Clément, qu'on appelait Bonyo. C'est-à-dire, je parle ici de la préparation d'une élection. Il perd une élection en 1996, mais pendant les 5 ans, il met en place un projet agricole qui a emmené tout son canton dans un certain développement. À l'élection qui a suivi, il a été voté d'emblée. À l'autre élection, il a été voté d'emblée. Et on estime que dans ce cas, c'est une personne, c'est un homme politique qui s'est soucié de la population de son territoire. On peut également voir dans certaines communes où on a vu vraiment les élus se battre pour leur population. Mais généralement, au Gabon, les élus, à la limite, se servent du peuple et de l'État. Pour accéder à des positions. Pour accéder. Donc, on est homme politique, c'est pour sa propre famille, c'est pour ses propres poches et non pour le peuple. Monsieur Mbourou. Oui, tout à fait.
normalement, les hommes politiques doivent militer, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'ils ont la chance d'aller au Parlement, ils doivent aller défendre les intérêts de leur population au niveau du Parlement pour améliorer leurs conditions de vie, amener de l'eau, l'électricité, la route et tout le reste, pour que les projets les textes soient votés à cet effet. Et maintenant, dans le cadre du développement rural, ils doivent, s'ils ont été élus dans les villages et tout le reste, ils doivent se battre pour que ces derniers qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, que leur labeur soit reconnu et que le fruit de leurs efforts soit peut-être mieux distillé dans les grands magasins et que les retombées de ce travail puissent être partagées normalement. Mais ce que nous voyons malheureusement, ce n'est pas le cas. Les hommes politiques veulent devenir de plus en plus forts et appauvrir les populations. Si les populations n'ont pas le résultat de ce que vous avez promis pendant la campagne, mais c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, ces populations puissent changer de camp et puis vous sanctionner par la suite. Est-ce que le parti politique rime avec démocratie? Mais oui, bon, ici, dans l'une des définitions du parti politique, ici, le parti politique est présenté comme une institution qui participe à l'animation de la démocratie. Ok, donc la démocratie ici est possible parce qu'il y a des partis politiques qui vont s'affronter sur le plan idéologique. D'abord. Donc, pas sur le plan physique, ce sont des idées qui vont s'affronter et ces idées seront portées par des partis politiques. Donc, l'existence de plusieurs des partis politiques est l'un des principes même de la démocratie. Pour qu'il y ait démocratie, il faudrait qu'il y ait contradiction, il faudrait qu'il y ait pluralité de points d'opinion ou de points de vue. Et à partir de là, le parti politique trouve tout son sens dans l'exercice même de la démocratie. Monsieur Mboro. C'est tout à fait parfait. Je crois que c'est la même chose. Hein. Ce qu'on veut dire que la démocratie, c'est quoi? C'est dès lors qu'il y a pluralité de partis politiques, c'est déjà l'expression de la démocratie. C'est-à-dire dès lors que les gens peuvent s'exprimer librement, les gens peuvent parler, ils peuvent créer librement leur parti politique et défendre leurs idées, c'est ici déjà le sens même de la démocratie. Et maintenant, il n'y a que ce qu'on peut mettre à l'intérieur de cette démocratie qui peut rentrer en contradiction donc avec la démocratie. Nous allons vers le terme de notre mission, la question de savoir finalement, est-ce que la démocratie est une bonne chose pour l'Afrique? La question s'adresse à vous deux. Hein? Moi je dis que pas forcément. Pas forcément, la démocratie n'est pas une bonne chose et pour l'Afrique. Parce que depuis les temps anciens, nous avons notre forme de démocratie et qui fonctionnait très bien. Alors, c'est la démocratie à l'occidentale qui est dangereuse pour l'Afrique. La démocratie à l'occidentale, elle est dangereuse. Chez nous, en Afrique, un enfant, un jeune ne parle pas à un aîné. Il écoute, il apprend, et lorsqu'il a tort, il s'excuse, il demande pardon. Or, aujourd'hui, avec la démocratie, un enfant peut injurier son père, peut injurier sa mère, peut tourner le dos à ses parents sans pour autant que cela ne lui fasse quoi que ce soit. Donc la démocratie à l'occidentale nous a causé plus de tort que de bien. Moi je vais vous dire, j'ai un certain âge, j'ai vu pratiquement le Gabon évoluer jusqu'à aujourd'hui, mais je vous dis qu'avant, jusqu'à 1990, c'est vrai qu'il y avait certains abus. On ne va pas effacer ça comme ça de but en blanc. Il y avait des abus, mais les choses allaient quand même mieux. Lorsque la démocratie est arrivée en 1990, de 1990 jusqu'en 2009, à l'arrivée du président de la République actuelle, Ali Bongo, vous avez vu de 1990 en 2009 la dégradation de toutes nos structures, nos infrastructures, les routes, les hôpitaux, tout cela s'est dégradé au lendemain de 1990, de 1990 en 2009. Nous avons revu les hôpitaux être revus, les routes et tout le reste. Ce n'est qu'avec l'arrivée du président actuel. Je ne fais pas... c'est vrai qu'on me dira, oui, tu es musulman, mais ce n'est qu'avec l'arrivée du président actuel en 2009 que les routes... Certaines routes... Mais bien sûr, nous avons le PK9 et le PK5 au PK12 Oui, mais ça ne fait pas le Gabon, M. Mboro. Ça fait le Gabon. Ça fait le Gabon. Le Gabon, nous avons des nouveaux stades, nous avons des aéroports, nous avons des nouvelles routes, nous avons des nouvelles infrastructures hospitalières. Moi, je pense que c'est depuis 2009 que certaines choses se sont améliorées encore. Mais de 90, la démocratie qu'on nous avait criée, qu'on nous avait dit que c'était le meilleur modèle, le meilleur système de gestion d'un État, mais je vous assure que de 90 à 2009, vous avez regardé, toutes les routes étaient déjà complètement, les femmes accouchaient à même le sol et tout le reste. Aujourd'hui, les choses se sont améliorées.
Mais il a fallu la volonté de quelqu'un. Donc la démocratie, sincèrement, à l'occidental, je laisse tout cela entre griffes. En fait, Monsieur Akono, les choses commencent à reprendre dans le sens de Monsieur Membourou, que l'actuel président est en train de vouloir changer, transformer et non développer. Je n'aime pas le terme développer, je préfère encore que le terme transformer n'est pas mauvais parce que je sais. Le développement était un processus qui n'est pas figé ou bien qui n'est pas le propre d'un individu. Mais moi, je vais quand même revenir sur ce qu'il a dit ici. Allez-y. La démocratie, il faudrait qu'on laisse le soin à chaque peuple de définir réellement son modèle à partir de ses coutumes, à partir de ses traditions. Or, lorsque le vent de la perestroïka souffle en Afrique, on nous impose déjà un modèle démocratique qui n'est pas adapté à notre modèle de fonctionnement. C'est la même erreur qui a été commise aux indépendances. Au lieu de convoquer les chefs de clan, les chefs de tribu, la structure sociale locale, pour leur remettre le pouvoir et à qui devait transmettre ce pouvoir à n'importe quel jeune, on a plutôt fabriqué une élite dite intellectuelle à qui on a confié le pouvoir. Donc je pense que la démocratie peut être une bonne chose en soi, mais la manière dont on nous l'a imposée en Afrique ne nous a pas amené au développement escompté. Aujourd'hui, nous sommes dans une société en pleine crise de valeurs morales parce qu'on a confondu la démocratie et la liberté. Or, Montesquieu, lui, il est clair, il dit que la liberté ne consiste pas à faire ce qu'on veut, mais on est libre en étant conforme aux principes des lois et ce qu'on a du mal à voir dans notre société. Ok, nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre émission. 2 minutes comme ça, votre mot de la fin sur ce thème des partis politiques. Bon, ici, pour finir, il faudrait que les partis politiques essaient un peu d'éduquer leurs militants. Parce qu'on est militant dans un parti, on ne connaît pas son rôle. Pourquoi on est dans le parti politique? Qu'est-ce que le parti attend de nous? Lorsqu'on va à une élection, on ne sait pas pourquoi on va à une élection. Donc, les partis politiques responsables doivent à un moment donné former les militants. Monsieur Membourou, votre mot de la fin? Écoutez, moi j'ai été très heureux de prendre part vraiment à ce débat avec Monsieur Abdallah Akono, qui maîtrise très bien son élément. Et vraiment, c'était un très bon thème, très intéressant. Et j'estime que ce sont ces genres de débats que nous devons normalement développer ici, sur ce plateau, pour essayer d'éclairer, d'aiguillonner les populations qui nous suivent, afin qu'elles soient aussi édifiées, pour qu'elles ne tombent plus dans ces genres de pièges qui consistent parfois à aller casser, à aller faire des choses qui sont désagréables et qui finissent par les amener dans des endroits un peu difficiles. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre mission. Nous avons été absents durant tout ce petit temps parce que nous avons eu des occupations à l'extérieur. Maintenant que nous sommes revenus, je vous confirme que l'émission ne serait plus interrompue. Nous allons foncer parce que nous avons une dizaine de thèmes que les téléspectateurs nous ont proposés, que nous sommes en train d'analyser. Vous allez recevoir ça chez vous. Nous sommes arrivés au terme de notre émission, mesdames et messieurs. Merci de nous faire l'amitié, de nous regarder aussi fidèlement. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آمنت بالله وملائكته